Quoi? Bah là, c'est comme un no comment, sauf que là, on va commenter Chacal. Non mais... Là, vraiment, ah ouais, en mode vraiment. Ah, on va pas... Non mais on va pas te louper là. Donc en gros... Ah non mais... Bienvenue tout le monde pour l'épisode 20 de CKR chez Kevin Razi. Ça y est, on a atteint ce palier qu'on avait envie d'atteindre. Des 20 épisodes. Donc on est super content. Kevin Razi, toujours content de vous voir. À mes côtés, le Dr H. J'espère que tu vas bien, super Dr bien, H. Ouais, ça va super. Je suis trop content parce que bah ça y est, on avait cette barrière, un peu cette étape psychologique et qu'on atteint. Le 20e épisode, toujours avec la fine équipe à la réalisation et au montage. Ma chérie Gaëlle Canicagnan. Et le showrunner au son, Monsieur Mourad Mokadem, qui est aussi un des grands artisans, on doit dire, un des grands artisans de notre Telegram. Le Telegram est super bien géré. Allez voir, on a dépassé les 1000 abonnés là. Yeah. Allez checker notre Telegram. Je mets le lien dans la description. Dedans, il y a toutes les infos qu'on va potentiellement traiter dans l'épisode d'après. Comme ça, vous faites partie un petit peu de la working room. Vous voyez un petit peu les sujets. Vous pouvez réagir sous chaque sujet. Soit mettre des emojis si vous avez aimé ou pas aimé ou quoi que ce soit. Soit carrément, vous pouvez écrire. Souvent, vous allez voir le compte CKR qui écrit en disant « Mais non, hahaha, des barres, MDR ». Bon, ça, c'est moi. Donc, vous voyez qu'en termes de recherche, voilà, moi je suis premier degré, moi-même je découvre en même temps. Donc je compte sur vous, continuez de nous suivre et merci d'ailleurs. On va lire vos messages juste après. Partout sur les réseaux, que ce soit sur notre chaîne YouTube, ça y est, ça commence à monter tranquillement, lentement mais sûrement. Merci pour ceux qui rejoignent, qui prennent les packs HMD ou FYM. Mais ça nous touche beaucoup. Hein. C'est un truc de fou. Et les packs FYM, ouais, grave. Envoyez-moi un message en DM si vous voulez venir voir la pièce passeport d'Amélie d'Alexis Michalik, parce que c'est jusqu'au 30 juin. Là, on est le 14 avril au moment où on tourne. Mine de rien, ça va passer vite, hein, parce que moi, après le 30 juin, ça va continuer, mais ce sera plus moi. Moi, parce que le 6 mai, peut-être que le 6 mai sur France 2, c'est la cérémonie des Molières. Peut-être qu'on aura derrière, là, un petit buste. Oh, le kiff. Un buste là, de Molière là, qui trônera derrière nous. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà, c'est ce que j'espère. De tout cœur. En tout cas, merci beaucoup, mon frangin. Et vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages aussi en me mettant « On se trompe rarement ». On se sait. Donc merci pour le soutien que vous donnez sur tous les réseaux et notamment sur YouTube, ça nous donne de la force. Continuez de liker et de partager au moins 2 personnes autour de vous, c'est super important. Et commenter quoi qu'il arrive, de commenter. Il faut qu'on passe à chaque fois les 100, 200. Ouais, à chaque fois 100, 200 commentaires, minimum 100. Et surtout sur toutes les plateformes, là, vous nous écoutez aussi pas mal en podcast. 5 étoiles à chaque fois, on compte sur vous, Spotify, Deezer, Apple. Pas mal de réactions, on lit toujours vos petits messages parce que ça fait plaisir. On commence direct avec un message de Moshi-san qui dit « Merci encore pour cette émission. Le côté culpabilisant envers les chômeurs ou les gens qui réclament des prestations sociales, c'est pas nouveau. Je suis comptable de métier et le nombre de dividendes qui ont été boostés par des cadeaux fiscaux sont à mon sens plus choquants. De plus, le chômage est un droit et à ceux qui crient au scandale, je rappelle juste que depuis sa création, la caisse de chômage n'a jamais été déficitaire. Cotisation supérieure à prestation. Donc, la base. On veut baisser les droits des chômeurs. Si on commençait par baisser le montant des cotisations pour se rapprocher du point d'équilibre, et on voit après. Et voilà. Beau gosse. On a des très beaux commentaires. Ah ouais. C'est de haute qualité. Haute qualité. Il y a Medmed qui nous dit bon, on m'a partagé, c'est trop cool, je valide, je m'abonne. Voilà. Bienvenue Medmed. Trop bien. D'où l'importance de partager au moins 2 personnes de votre entourage. Ouais. Voilà. Nouvelle, chaque fois. T'imagines le mec qui renvoie tout le temps aux mêmes personnes. Tu commences à me saouler là. Ouais, c'est bon, j'ai capté, frère, c'est bon. Il y a RFR qui dit « Je suis né en 77, homme blanc. Et depuis que je suis en âge d'y faire attention, j'ai toujours entendu les journalistes employer différents termes dans les affaires d'agression. Quand c'est un noir ou un arabe, c'est un règlement de compte. Quand c'est un juif, c'est un acte antisémite. Quand c'est un blanc, c'est un fait divers. Ça fait minimum 30 piges qu'on nous joue cette sérénade. Tu m'étonnes que certaines cervelles de poisson rouge finissent par croire à la menace islamique ou se sentent dénigrées, minorées dans leur propre pays. À force d'exacerber les tensions communautaristes, des pauvres contre des encore plus pauvres, au lieu de chercher la responsabilité où elle est, c'est-à-dire chez les premiers de cordée. Voilà, en 2024, le merdier dans lequel on est. C'est bien, ces dernières décennies, la droite a bien défini sa vision du peuple. Ça va de la France d'en bas, Raffarin, à ceux qui n'ont rien, jusqu'à ceux qui ne sont rien, jusqu'à ceux qui réussissent, les premiers de cordée. Je crois que tout est dit. Pour eux, on est juste des pions sur un échiquier, de la chair à canon sur un champ de bataille. Nos vies ne comptent pas. Non, mais on a des commentaires de 5 étoiles.
On peut pas nous les noter malheureusement, mais vous êtes trop stylés. Ouais. Je vous le dis, hein, c'est tout. Ouais, hein. franchement, c'est de haute voltige. Parfait. Non, mais trop bien. Parfait. De haute Franchement, voltige. bravo. Bravo, Je bravo. valide. Trop bien, c'est trop bien. Il y a Tristan qui dit sympa la nouvelle vidéo de Mani et ses chroniqueurs. Mani, Ça, on est à la hauteur. il est dehors, je crois, Mani. Hein. Je crois qu'il est dehors. Ouais, il est dehors. Il est sorti. Ouais, C'est beau là. il fait beau, il est avec ses potes. On va faire une nouveauté là, après la news HMD, news Alhamdoulilah, on va faire la news MSH, la news Mashallah. Mais juste avant ça, je voulais vous raconter une histoire. La dernière fois, j'ai pris un taxi. Ça fait longtemps que je voulais vous raconter cette histoire. Tu sais, j'ai pris un taxi et le gars, on discutait, machin. Et on parlait, je sais pas comment on en était amené à ça, on parlait de l'addiction au jeu, tu vois, notamment au poker et tout. Et bref, et le gars, il me disait, putain, à un moment, il y a un gars, il est venu me voir, il m'a dit, s'il te plaît et tout, j'ai que 50 €, je sais que la course va te coûter au moins 70 €, mais j'ai pas le choix, est-ce que tu peux me faire une faveur, je te donne 50 €, tu m'emmènes à tel endroit et tout. Le mec il lui dit bah vas-y, ok, d'accord, vas-y, je te rends service, je te fais la course à 50 €. Et sur le chemin, ils arrivent bientôt à l'endroit, il fait mais cette adresse, elle lui dit quelque chose au chauffeur de taxi, il fait mais attends, cette adresse là, il y a pas un cercle de jeu là-bas? Il fait ouais, là je vais jouer au poker et tout. Et là le gars il lui fait attends, comment ça, et tu vas jouer combien? Il fait, mais là, je vais jouer, je pense, 300 € et tout, parce qu'il faut que j'essaye de me refaire, machin. Wow. Et le mec, il lui dit, alors attends. Là, t'es prêt à dépenser 300 € que tu vas perdre face à des gens que tu connais pas. Et moi, qui te rends service, tu me demandes de raboter de 20 € sur la course. Ouais. Et il me dit, ça se fait pas. Il y a un truc qui colle pas, en fait, là. Ouais. Il lui dit, tu peux pas faire ça. Toi, tu préfères aller donner de l'argent à des gens que tu connais pas qu'à des gens qui te rendent service. Ouais, c'est vrai. Il l'a fait culpabiliser. Le gars, il lui a dit, il lui a payé toute sa course. Et, finalement, et après, il a dépensé ce qui lui restait au sac de jeu. Et tu te rends compte, ça peut matrixer des gens. C'est effrayant. Non, c'est très sérieux. Hein, C'est chaud, l'addiction hein. au jeu, c'est très. Parce qu'il y a un mécanisme qui. Certains n'aiment pas parler d'addiction, mais parce que c'est pas toxicologique. Ouais. C'est dans l'attitude, en fait, c'est dans le comportement, mais c'est quelque chose qui est terrible. Ça a des mécanismes psychosociaux qui sont très forts. À tel point même que dans des pays comme aux États-Unis où c'est très répandu, il y avait une expression où on parlait de démon du jeu. On parlera de cette problématique de mettre ça sur le dos d'un démon. Mais concrètement, en fait, il y a vraiment ce truc-là où le comportement de la personne change. Elle est convaincue. Et c'est ça qui est addictif, en fait. Elle est convaincue qu'elle peut se refaire, que non, là, ça c'est bon. Alors qu'en fait, elle est plutôt attirée par l'excitation de l'incertitude, de ce truc de ce frisson de je peux gagner. Bah surtout, souvent, ils ont déjà gagné une fois. Voilà. Et ils veulent se Bien raccrocher sûr. à ce truc-là, ouais. Bien sûr. Oui, sinon, si tout le monde perd dès le début, personne ne participe. Bah oui. Moi, ça me l'a fait avec une appli pour parier sur du foot. Je sais plus laquelle c'était. Je crois que c'était BetClick. Et j'avoue, une fois, je mettais pas plus de 5 €. Et une fois, j'ai dû mettre 5 € et j'ai pris 110 €, un truc comme ça. Là, ça y est, c'était fini. Je voulais recréer le truc. T'as vu, et là, tu dis, ouais, je vais mettre 10. Allez, parce que dans ce cas, je pourrais faire peut-être 200. Et c'est l'engrenage. Heureusement, j'ai déjà enlevé et tout. Mais tu peux vite te laisser attraper. Hein. Il y a un vieux dicton, même si certains pensent que c'est un texte officiel, mais c'est un vieux dicton qui dit que dans les jeux d'argent, le gagnant est perdant. Ah ouais? C'est une vraie expression, parce qu'au final, justement, comme t'as gagné, t'es convaincu que mais j'ai gagné parce que j'ai fait ça. Oui. Donc du coup, il faut que je le refasse. Voilà. Comme ça, je vais encore gagner. Ouais. Sauf que, comme le dit, par contre, le sous-titre de l'excellent film, ça fait un peu vieux maintenant, mais Casino, le casino ne perd jamais. Putain, bah oui. Le casino ne perd jamais. Mais tu sais, c'est ouf comme tu dis, attends, là, il y a des gens, ils rentrent dans ce truc-là, en se disant, ils je vont vais se faire dépouiller, et c'est que grâce à eux que ce truc fonctionne, et ils y vont quand même. Avec le sourire. En costume. Ouais, vous êtes des fous en fait. Ouais, et je raconte même pas le truc mathématique, etc. Alors que par contre, c'est Las Vegas 21, si je dis pas de bêtises. Excellent film également. D'une histoire vraie. D'un prof de maths d'université, je crois, du Texas ou pas loin. Parce qu'il y a un truc dans les casinos où tu peux vraiment bien tricher. C'est Blackjack, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il faut, si tu sais compter les cartes. Et donc, il a repéré ses meilleurs étudiants. Il les a formés, etc. Pour se préparer. Et d'ailleurs, pareil, ça se faisait pas trop. Donc, les casinos n'étaient pas trop outillés contre ça. Ah bah oui, parce que normalement, le casino ne perd jamais. Et donc, les gars, ils comptent. Ils font, ouais, allez hop, je mets ça là-dedans. Parce que je connais pas les règles du blackjack. Et en fait, ils gagnaient tout le temps.
Donc, il était malin, le prof. Donc, il se faisait en sorte de pas non plus trop pour partir et faire ça dans d'autres casinos. Mais après, ils se sont fait pincer et tout. Les casinos n'ont pas du tout aimé. Hein. Bah, est-ce qu'ils ont triché vraiment? En fait, non. Bah non, en réalité, non. Parce qu'ils n'ont pas eu accès à quelque chose. Bah oui. C'est complètement le jeu. Sauf que les casinos détestent ça. Et maintenant alors, ils le font moins brutalement, parce qu'avant, c'était brutal. Hein. Dans d'autres cas, ils sont brutaux. Mais maintenant, en fait, ils te repèrent si tu comptes les cartes. Ils te disent, monsieur ou madame, vous comptez les cartes. Je vous demande de partir. Oui, voilà. Ouais. Tu vois, monsieur, vous avez compris l'arnaque. Je vous demande d'arrêter de niquer. Exactement. C'est à nous. Le monopole de niquer. Voilà, c'est ça. D'habitude, c'est nous. Donc là, monsieur, soit vous intégrez... Un peu de décence. Vous intégrez le conseil d'administration, soit vous sortez. Quand même. News Machallah. News MSH. C'est... Comment on traduit Machallah? Machallah, ça veut dire que c'est bien ce que Dieu a fait pour toi. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est une manière de dire la news que c'est bien ce que Dieu a fait pour toi. C'est le truc comme ça. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vrai. Là pour le coup c'est le cas. L'actrice Audrey Lamy a été victime d'un cambriolage à son domicile. Très bonne actrice. Ouais, très bonne actrice. Ça a été évalué à 18 200 €, le préjudice. Et elle a décidé de ne pas porter plainte en apprenant que les 3 suspects étaient des immigrants d'Europe de l'Est en situation irrégulière. Elle aurait été touchée en plein cœur par la situation et aurait préféré laisser couler. Un seul d'entre eux a eu une condamnation. Et elle s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux, surtout par les fachos. Ah d'accord. Genre white savior machin là, elle fait la meuf qui a le grand cœur et tout, alors que bon voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il pourrait s'étouffer dans une piscine de sable, ça serait toujours mieux. Tu vois, regarde, Dame Speak qui dit quand elle se faisait voler son goûter à l'école, elle devait se dire oh mais il doit avoir faim, je lui laisse. Bah, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Il y a Damien l'Empereur qui est avocat qui dit qu'elle porte plainte ou pas ne change à rien, pas grand chose au traitement pénal qui suivra dans la mesure où les auteurs ont été appréhendés. Ils seront condamnés si reconnus coupables. Oui, le pénal, c'est pas soumis à une plainte, c'est pas comme le civil. Ah, d'accord. Quoi qu'il arrive. Civil, il faut une plainte pour des dommages, etc., pour dédommager. Et c'est surtout que là, les gars, s'ils sont pas solvables, à part récupérer ce qu'elle a pris, ils vont saisir quoi? On va faire une saisie sur salaire, ils ont pas de salaire. Ah, bon. Mais je pense que voilà, c'est le principal, c'est la santé. C'est le geste qui est sympa je veux dire, quand il y a un geste sympa, si tu peux trouver quelque chose de plus sympa à dire, c'est bien. Sinon, ferme-la à tout jamais, en fait. Je sais pas. Mais moi, je comprends. Simple, alors, moi, ça vous semblait ridicule, mais ça m'est déjà arrivé un truc comme As à l'époque, quand j'avais une voiture. Je m'étais garé je me garais dans le parking du Bricorama. Tu te rappelles, Mourad, là, à Boulogne, on n'avait pas de parking, donc on allait au Bricorama. Je vois bien où il est. Et tu sais, si t'es smart, tu pars avant qu'il ferme le parking et tout. Normalement, t'as pas le droit. Voilà, nous, on n'avait pas trop de place, donc on allait se garer là-bas. Et une fois, j'avais probablement, dans la précipitation, pas dû fermer les portes de ma voiture. Et je pense que, et moi, si tu veux, je laissais toujours énormément de monnaie au milieu dans la petite boîte à gants du milieu, parce que j'aime pas avoir de la monnaie sur moi. Et je me disais, je la laisse là comme ça, si jamais, quand tu sais, à un feu, s'il y a quelqu'un qui fait la manche ou quoi, au moins j'ai de la monnaie à donner. Et un jour, je reviens, il y avait plus rien. Et je vois que mes portes, en fait j'arrive et je vois que la porte, elle se déverrouille pas, elle était déjà déverrouillée. Ah oui, mince. Et j'ouvre et je vois le truc, il est ouvert. Il y avait plus d'argent, rien du tout. Et je m'étais dit, pour que quelqu'un se serve de ces 5 € et quelques qu'il y avait, c'est que vraiment il en avait besoin. Et je m'étais dit, bon, c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Tu vois, parce que je me dis, pour en arriver à prendre des pièces... On n'est pas sur un projet de case qui s'estime à 35 000 €. Non. Et là, il lui manquait encore les 5 € pour atteindre la cagnotte de 35 000. Je pense que c'est compliqué quand même. S'il a mangé son petit quegré... C'est pas un braco quand même. Non, c'est pas un braco, mais je me suis dit, bon, s'il a mangé son... oui, mais... Tu vois... Non, mais en vrai, ce que tu dis, c'est tellement... Moi, je trouve que c'est super important. On rigole, machin, mais parce que pour de vrai... les gens doivent quand même comprendre que bien sûr qu'il existe sous différentes formes de la crapulerie. C'est-à-dire le truc de j'ai 10 et j'ai envie d'avoir 20. Tu vois, et j'ai envie d'avoir 25. Et donc, soit tu fais très proche, par exemple, certains cambriolent des voisins, parce que ça aussi, tu vois. Ça se trouve, c'était un voisin de bureau. Tu vois, des fois, tu sais pas. J'ai le seum contre Kevin, là. Mais ça existe, tu vois, ça existe pour de vrai. On est en France. Et puis, ou des gens au hasard qui sont politiciens qui disent, et si je tapais sur 20% de leurs allocations chômage
Comme ça, nous, on va se mettre bien, on va faire une augmentation de 500 balles de nos indemnités. Tu vois, ça, c'est crapuleux. Et t'as l'autre réalité, c'est-à-dire ceux qui sont acculés, qui se trouvent en fait à ne plus pouvoir dépenser, ne plus pouvoir payer, subventionner leur vie, en fait, leur subsistance. À un moment donné, ça commence à taper dans tout ce qui peut bouger, tout ce qui peut être accessible. Ça s'appelle des cambriolages. Tu le vois, aux États-Unis, c'est un classique, mais dont en fait, on le montre de plus en plus récemment. Mais c'est une logique, en fait. T'as quasiment aucun droit. T'as pas d'allocation. T'as pas de prestation. T'as les gens qui disent « Ah, ils ont de la chance, ils ont des allocations, ils devraient s'estimer heureux. » Mais vous êtes fous, en fait. Parce que soit vous voulez tous et toutes vivre dans des bunkers en se disant que, bon, Inch'Allah, que personne ne va venir rentrer chez moi et me braquer. C'est une mentalité de merde, en fait. Hein. Ça n'apporte rien. L'idée, c'est que tout le monde soit bien. Et je vous garantis que c'est bon. Il se passera rien. Mais grave, grave. Et les quelques crapuleux, t'inquiète pas, on les identifiera très vite. Ça, c'est un classique. Ça va pas de... Voilà. Bien vu. On va se faire les petites news à picorer avant d'attaquer le sujet principal. C'est sur les... que je me trompe pas. L'ultra-violence. L'ultra-violence, parce qu'il y a eu pas mal de... faits divers, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. On va revenir sur ça aussi. Parce que ça a fait beaucoup jacter. Mais avant, petite news à picorer. On commence... par notre sujet préféré, la marotte, c'est les JO. Dans une interview, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a révélé que les riverains et visiteurs devront s'inscrire à partir du 10 mai s'ils veulent obtenir le QR code nécessaire pour franchir certains périmètres de sécurité dans Paris. En mode comme l'époque confinement, quoi. Et puis certains, j'ai pas l'impression que c'est tout Paris, non? Parce que... Non, en plus, non, parce qu'il y a des périmètres spécifiques. Okay. Je sais que, par exemple, là où il y a le théâtre de la Renaissance, dans lequel je joue, il est pas concerné par des zones olympiques et tout, mais il y a d'autres, notamment autour de Saint-Denis, tu vois, comme là-bas, il y aura le village. Oui, carrément. Mais ils sont chiants, là, c'est chiant, les JO, franchement. QR code, et finalement, on n'aura que des invités pour la cérémonie d'ouverture. Et puis finalement, là, j'ai vu là, les étudiants du Crous qui ont été relogés et tout. Il y en a qui ont perdu un peu d'espace, en plus déjà que c'était pas très grand. Ah non, c'est connu, non? Ah non, c'est pas grand du tout. Hein. T'as pas d'un avec la canicule, en plus, ils ont pas, parce que tu sais qu'il y a plusieurs résidences étudiantes, c'est une catastrophe. Hein. Au niveau de l'isolation, au niveau de la chaleur et tout. Je me souviens très bien de l'une des grandes résidences étudiantes qui se trouve à Port-Royal. C'est Jean Sarail, si je dis pas de bêtises. C'était une fournaise pendant la canicule. Ah ouais. En 2003 et tout. Mais une vraie, parce qu'en fait, ils sont carrément exposés sur le tout plein, c'est plein ouest, ouais, c'est ça, c'est plein ouest, sud-ouest. Ce qui fait qu'en fait, c'est le grill, en fait. Surtout en phase d'été. Mais non, mais c'est atroce. Tu les voyais, même les étudiants, ils sortaient dehors et tout, parce que j'avais plein de potes là-bas. Ils sortaient la nuit parce qu'on peut pas respirer, en fait. C'est une catastrophe. Oh non, mais c'est même pas pensé. Mais par contre, le truc du QR code, c'est mignon, en fait. C'est bien. Continuez, les gars, de cette idée de on va habituer les gens à contrôler, en fait, leurs allées et venues. C'est ça, en fait, qui est flippant. Ce qui est juste ce qu'on appelle une entrave à la liberté de circulation. Hein. Mais pour des raisons de sécurité. Ouais. C'est drôle, parce que quand on visite quelques pays dictatoriaux, c'est banal, en fait. Donc, si vous avez envie de banaliser, allez-y, mais ça commence à poser des problèmes. Hein. Ah ouais, non, mais et d'ailleurs, Moustache dit dans les commentaires, à force de venir et revenir, un jour, le QR code va rester. Absolument. Et à un moment donné, quand t'as un truc qui muselle les gens, pourquoi tu t'en priverais? Là, il y a Lou Summer qui dit: est-ce que le Conseil constitutionnel valide qu'il faille un QR code pour rentrer chez soi pour aller faire ses courses? Bonne question. Est-ce que les pattes de luxe qu'on appelle Conseil constitutionnel nous permet vraiment EHPAD de très luxe, très luxe. Vous êtes bien là-bas. Hein. Alors c'est sûr, il y a 6 pensionnaires, donc à un moment donné, forcément, il y a le personnel, avec le personnel qui est 10 fois plus nombreux que les pensionnaires. Gérés là-bas. Non, honnêtement, je sais, ça peut. Eux, c'est l'Arcom des lois. Ouais, parce que je sais qu'il y a encore des profs de droit qui sont encore à fond dedans. Je comprends parce qu'ils veulent croire en ça. C'est notre système juridique et constitutionnel qui est sacré et tout, c'est normal. Parce que si on n'y croit plus, tout s'effondre. Ça, je le comprends. Mais les amis, le Conseil constitutionnel, il en a laissé passer pas mal, hein, des vertes et des pas mûres. Hein. Ouais. Donc ça aussi, QR code. Mauvaise vibe. Il va le laisser passer. Hein. Après, s'il l'empêche, tant mieux. Il y a encore, certains sont encore vivants, visiblement, ils ont encore du mouvement, tu vois. Mais sinon, pas trop d'espoir. Hein. Ouais, de ouf. Autre news, TikTok lance en France TikTok Lite. C'est une application pour laquelle tu gagnes de l'argent grâce au temps durant lequel tu regardes des vidéos. Je vais télécharger ça tout de suite, en fait. Je note. Comment on fait? C'est où?
Parce que d'ailleurs, restez connectés. J'ai oublié de le signaler. Restez connectés parce que il y a de fortes chances. Restez connectés. On vous balancera le lien en avant-première. Dr H à ma gauche ici présent va lancer sa chaîne TikTok de vulgarisation en sociologie, etc. Ça va arriver, ça arrive fort. C'est du lourd, ça arrive fort, vous n'êtes pas prêts. Mais on va suivre de très près. Voilà, c'est ça, on va suivre de très près en tout cas. Donc voilà, écoute, après, comme le disait Mourad, quand t'as pas le choix dans la vie, tu prends toutes les options qui s'offrent à toi pour gagner quelques euros. Mais bien entendu. C'est triste, mais c'est pas de la faute de TikTok si les gens peuvent être perméables à ce genre d'incitation. Voilà. Bah ouais. Moi, il y a les applications qui font transformer en argent tes nombres de pas. Ah ouais, Stephen, tout ça. Ouais. Non, ça c'était un truc de. Mais tout le monde cherche. De crypto, je crois, Stephen. Mais tu te rends compte qu'au final, enfin, il y a quand même un truc de fond que je trouve ultra indigne. C'est quand on se retrouve à une situation où on est obligé de chercher quelques euros parce qu'en fait, on se dit, on sent que ça suffit pas en fait. Tu vois, dans tous les cas, ça suffit pas. T'as un salaire, ça suffit pas. T'as un bon salaire, ça suffit pas. Il faut que t'ailles chercher. Tu peux pas te contenter de. Ouais. C'est pour ça que c'était rageant, le truc des députés qui se disent allez, on se met 600 balles de plus, machin. Ouais. Tu fais. C'est trop facile là. Vous sentez vraiment que c'est difficile pour vous? Vous vous sentez raide là, vraiment? Vous êtes sérieux? Au moins, il a des sens en fait de se dire non, les gars. Non, en fait, finalement, on va même se diminuer. Tu vois, en fait, ça voudrait rien dire, mais ça serait symbolique. Ouais, c'est vrai. On diminue le truc parce qu'on sent que les Français ils sont un peu raides. Voilà, parce que ça n'a pas d'impact. On sait mathématiquement 577 députés sur 40 millions à peu près d'actifs. Ouais, ça pèse pas. Mais l'inverse, ouais, ça fait mal. Ouais. Tu vois, l'inverse, on les compte là, on les voit les 500 balles. On fait. Ouais, tu 500 balles. Ah, je vois tout de suite ce que j'aurais pu faire en fait avec. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est abusé. MeToo Hôpital, putain, décidément, les MeToo là. Ah, d'ailleurs, il y a un gars, alors j'ai plus ton nom, désolé, Frangin, mais il m'a tagué sur une story avec Verino en disant qu'on était les seuls humoristes à avoir parlé du MeToo stand-up et que il allait faire une vidéo pour dénoncer justement tous les autres humoristes qui n'en parlent pas. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, nous on est du bon côté. Cohérent. On est cohérent. On continuera d'ailleurs. On lâchera pas. On lâchera pas. Et la MeToo Hôpital. Certainement pas. L'infectiologue. Pardon. Vas-y, continue. Karine Lacombe accuse l'urgentiste Patrick Pelou d'être un prédateur sexuel. Selon l'entourage de Roselyne Bachelot, il aurait été exfiltré de l'hôpital Saint-Antoine en 2008 en raison d'accusations répétées de violences verbales et sexuelles. À quel moment on exfiltre des gens comme ça déjà? Ça, c'est un truc de ouf quand même. Crois-moi que c'est pas qu'à l'hôpital qu'on fait ça. Ah ouais? Non. Dès que tu commences à être un peu coté dans d'autres milieux. Ah ouais. Mais par contre, honnêtement, le truc du MeToo Hôpital, honnêtement, je vais presque pas dire grand-chose tellement c'est archi grave. Sérieux? Non, mais c'est ouf. C'est pas que Pelou. Et Roselyne Bachelot était ministre de la Santé à l'époque. Hein. Ouais. On voit bien les copains, les copines, machin et tout ça. Mais non, tu vois, quand on parle d'expression systémique, ouais, c'est chaud. Non, dis-toi, à l'hôpital, c'est très, 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 très chaud. Ah ouais? Très, 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 très chaud. Faudrait qu'on prenne un peu du recul avec pas mal de témoignages. Oh là là, c'est grave. C'est très grave. De la part de toutes les strates. Ah ouais, les VSS qu'on dit, les violences sexuelles et sexistes, c'est open bar. Littéralement. Oui, parce qu'avec un gros système d'omerta, où en fait, t'es une infirmière, t'es une future médecin, etc., et qu'on te fait des trucs pas très nets. Genre, tu vas commencer à mettre une croix sur ta carrière, sur ta position, sur l'hôpital où tu es, sur tes études, parce qu'un gros porc a voulu faire des trucs déplacés. Donc, par conséquent, il y a tout un vrai système, mais vraiment, bien mis en place, et massif, je le dis clairement. Quand les dossiers vont sortir, attends, t'as quand même je crois qu'il y a eu au moins 2 procès au pénal récemment, là, de grands médecins, bien réputés. On parle de 270 plaintes, de 120 plaintes. C'est pas un hasard du calendrier. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est massif. Mais avec là, par contre, t'as toute la dégueulasserie du patriarcat, de la système de domination, des systèmes d'omerta à huis clos, du système de hiérarchisation. De l'intériorisation aussi de la norme de domination, c'est-à-dire en fait les femmes médecins, les femmes même qui ont des rangs importants, qui ferment leur gueule parce que attends, j'ai déjà galéré pour être chef clinique, c'est pas pour tout foutre à l'air parce que j'ai dénoncé un connard. Mon gars, t'inquiète pas, j'ai des potes qui sont des RH à la PHP, je pourrais leur poser des questions là-dessus. Tu vois, ils vont devenir verts. Tu vois, je te jure, ils vont devenir tout verts quand ils vont. Pourquoi tu veux parler de ça, des problèmes? Ah ouais, non, c'est chaud. Honnêtement, moi je l'avais déjà dit, hein, j'ai hâte que
que la bulle, elle éclate. Et parce Patrick Pelous, c'était le mec proche de Charlie Hebdo, là. Ouais, bien sûr. Le très médiatisé, Patrick Pelous. Gentil, c'était tout ça. Bah voilà, t'as raison de te couvrir, mon gars, t'as raison. T'as raison. Je suis Charlie, là. C'est ça. Non, c'est chaud. Non, quand je te dis c'est chaud, c'est Patrick Pelous, c'est vraiment, c'est pas une goutte dans l'océan. Ah ouais, chaud. Non, c'est archi chaud. Il y a eu des commentaires. Héloïse Nguyen Van Bajou qui dit: j'ai été agressée par un collègue avec qui je bossais aux urgences un soir de fête de service. Les violeurs ne sont malheureusement pas des monstres, ce sont nos collègues, nos meilleurs potes, nos frères. Éduquez vos garçons. Et il y a Zara qui dit: le mythe hôpital qui confirme une fois de plus que les femmes, où qu'elles soient, quoi qu'elles fassent, voient leur intégrité bafouée par des pervers dont le système permet d'agir en toute impunité. Mais je surligne hôpital, mais je veux dire, j'invite même dans les réseaux, etc., dans notre commu. Sortez les témoignages. Allez-y. Envoyez-nous les témoignages. Envoyez-les parce que c'est archi grave. Franchement, si on peut faire un gros ménage là-dessus, comme on a commencé à le faire au cinéma, mais allez-y. Ça va faire mal. Hein. Et d'ailleurs, ça va faire très mal. Hein. Et d'ailleurs, Mediapart est en train de faire une enquête sur pas mal d'acteurs de cinéma accusés d'agressions sexuelles, etc. C'est chaud. Hein. Et il y a des noms. Ça va faire mal. Je vendre certains noms, ça va être chaud. Ça fait forcément mal. Tu vois, j'ignore tout, mais je sais que ça va faire forcément mal. Parce que regarde, pourquoi le truc au niveau de l'hôpital, c'est chaud. Mais parce que, tu sais que je plaisante pas. À un moment donné, t'as par exemple... oui, parce qu'il y a les viols sur les patientes. Déjà, ça, c'est chaud. Mais ça, c'est très chaud. C'est les plaintes dont je t'ai parlé. Hein. Mais là, comme elle l'a témoigné, Héloïse, là, justement, entre collègues, c'est une médecin. Hein, et donc, c'est un autre médecin. C'est systémique, c'est un truc de fou. Je parle même pas des soirées étudiantes de médecins qui non, laisse tomber. Franchement, c'est dégueulasse. En fait, on croit que c'est festif. Non, c'est malsain. Ouais. C'est quasiment de la prédation. Et concrètement, même par rapport à ce sujet-là, en fait, tu fais quoi quand t'es une jeune interne et tu te fais toucher par le chirurgien de ouf. Et mais qui a une réputation puissance 1000. Crois-moi, elle intériorise le truc en disant: je peux pas faire ça. Il sauve des vies. C'est vrai. Et tout le monde le considère, parce qu'il faut les voir, les chires puissance 1000, comment ils sont adulés comme des dieux. Ouais. C'est lui qui a posé la prothèse. Non, parce que t'inquiète pas, mais c'est comme au cinéma en fait. T'as les Oscars et tout. Mais c'est pareil en médecine. Il a été nommé, t'inquiète pas, le gars, c'est le président d'un pays est venu se soigner chez lui. Hein. T'imagines toute l'aura et tout. Ah non, c'est très violent. C'est très difficile. Rien à foutre. Fais plus de prothèses. Va en prison. Va direct en prison. Tiens. Tu vas faire des prothèses en prison. Tu vas voir, ça va être drôle. Alors. Là, il y a le Sénat, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Le Sénat a chiffré à 793 millions d'euros le coût des émeutes survenues après la mort de Naël. Oh mon Dieu. Et Mourad me disait à juste titre: est-ce que le Sénat a pensé à faire une estimation de la perte d'un enfant? Voilà. Ah bah ouais. Enfin, d'un mineur. Voilà. Parce que déjà, il s'émeut, c'est pas non plus un enfant de 6 ans qui a été tué, on est d'accord. C'est un mineur. D'accord. Ah oui, ça change tout. Oui. Mais c'est pas non plus petit ange qui est parti trop tôt. C'est pas ça qu'on est en train de dire aussi. Parce que je sais que les gens. Ils aiment pas. C'est bon. Sauf que non, la peine de mort a été abolie, paraît-il. Je sais pas. Ouais. Mais surtout, vous avez grave le temps, le Sénat, là, de faire des calculs pour déterminer. Et en fait, tu sais, on dirait qu'ils se faisaient yesh. Ils étaient en train de faire des sudoku et tout, là, comme ça. Puis d'un coup, venez, on calcule combien ça a coûté. Et la pas de luxe, hein. C'est un EHPAD de luxe aussi. Ah ouais, bien vu. Ouais, chaud. Prends la calculette, parce qu'ils sont à la calculette. Oui. Prends la calculette. Évidemment. Alors. À l'ancienne. Voiture brûlée. Et ils étaient comment ça? x10. Voilà. x10, sachant que... Non mais... En tout cas, une pensée aux familles des arrêts de bus, des panneaux et des lampadaires. On est de tout cœur avec vous. La famille lampadaire qui a beaucoup souffert. Ouais, vraiment, c'était dur pour elle. Grosse pensée à la famille poubelle qui a chié. Franchement, là, beaucoup. perdu beaucoup de monde. Désolé, hein. Franchement, on est très émus. Hein. Ouais, non mais le Sénat... On fera une cagnotte, Hein? Tu vois, tu sais qu'à la base, on fera une cagnotte. Ah bah ça va le faire. Faites-là la cagnotte, les gars. À la base, je voulais être sénateur. J'adore lancer des trucs comme ça. À la base, je voulais être sénateur, mais là, je suis moins chaud. Là, je crois que je suis trop jeune. Non, tu me diras. T'es trop jeune. Non, mais David Racheline, il a mon âge, c'est un 87, il est sénateur, en plus sénateur RN. Enfin, David Racheline, il a ton âge? On dirait pas qu'il a 10 ans plus que moi. Mais on dit qu'il a 20 ans de plus que toi. Non, avec un cerveau encore plus vieux. Oui. On avait fait une blague très drôle sur David Racheline à l'époque de Rendez-vous. Ouf. On avait dit, j'avais fait cette blague, j'avais dit putain, David Racheline a mon âge. Pourtant, il fait plus vieux, il fait plus genre 39, 45. Carrément. Je très bien. C'est ça, cette moyenne. Ouais, j'aime bien. Dans une ambiance pétain. Ouais, tu m'étonnes. J'aime bien cette vanne.
Nouvelle taxe. Emmanuel Macron. Il n'y en a pas assez, c'est vrai. Non, parce que c'est vrai qu'on est en manque de taxes. Hein. Ah, franchement. Emmanuel Macron souhaiterait mettre en place une taxe sur le marché du livre d'occasion afin de protéger le prix unique du livre neuf et d'offrir un meilleur soutien aux auteurs, aux éditeurs et aux traducteurs. Quoi ? Bah là, c'est comme un no comment, sauf que là, on va commenter Chacal. Non, mais. Vraiment. Ah ouais, en mode vraiment. Ah, on va pas on va pas te louper, là. Donc, en gros. Ah non, mais. Toutes les semaines, on a une taxe, soi-disant pour nous protéger. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent toujours nous protéger en augmentant un que truc. C'est ça. On va te prendre plus d'argent pour te protéger. C'est pour toi qu'on fait ça. J'ai l'impression d'avoir vu ça dans des films de mafia, il me semble. C'est comme ça qu'on appelle le racket. Mais oui. C'est ça. Les gens, ils viennent, ils disent pour protéger le commerce. Oui. Tiens, ils te prennent. C'est vrai. Oui, c'est ça, c'est le racket. Ce serait bête que quelqu'un vienne nous poser une bombe dans ton magasin. Un accident si vite arrivé. Ah, non, mais... C'est une offre que tu ne peux pas refuser. Elle est déjà signée, mais juste regarde, voilà. Ça va, le racket ça va, tranquille. Ça vous dérange pas trop, le racket? C'est chaud, pour protéger le truc d'occasion. J'ai envie de reprendre la parfaite phrase de Léo Dagan dans Kaamelott. Excellente série. Oui, c'est vrai que t'adores, toi. Je suis fan absolu. Quand les livres, on sait pas les lire, faut leur foutre la paix. Tu vois, donc, dédicace à celui qui a pensé à cette taxe. Parce que ça se voit, il ne lit pas les livres. Sur l'occasion, d'augmenter l'occasion, mais vous êtes des malades. Afin de protéger le prix unique du livre neuf. Ça n'a aucune espèce de sens. Aucun sens. Mais c'est-à-dire que vraiment nul. Même les auteurs de livres, ils sont là, genre. On comprend que dalle. Ouais, je comprends pas. Déjà que normalement, il y a pas mal de livres d'occasion et surtout des vieux livres qui devraient être gratuits, parce qu'ils sont sortis ils sont dans le domaine du public. Bah ouais. Parce que l'État devrait participer à ça, en fait. Pour lutter contre l'analphabétisme. Parce qu'il y a des chiffres qui sont pas bons sur la lecture. Ils sont vraiment pas bons. Ouais. Donc, concrètement, non, c'est débile. Il y a Lisa qui dit, mais ils n'en ont pas marre de sortir des souhaits aussi pathétiques que des taxes pour appauvrir de plus en plus les pauvres. Mais c'est ça le problème. Et Black qui dit, sinon il existe une astuce méconnue pour avoir accès aux livres pour 0 €, la médiathèque. Ouais, je suis d'accord. Et aussi les boîtes à livres. Chose qui se répand de plus en plus, que je trouve pas mal, dans la rue. Il y a des boîtes à livres comme ça. Les gens, ils posent leurs vieux livres. Tu vois, ils les vendent pas. Là, au parc. Ouais, il y en a maintenant partout quasiment. Je trouve ça génialissime. Parc de la Vallée aux Loups, il y avait un livre, un arbre, et dedans, il y avait des. C'est magnifique. Des petits trucs pour foutre des livres dedans. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Écoute, en tout cas. Ouais, c'est mieux qu'une taxe débile pour débiles. Une taxe de merde, là. Je te jure, ils nous font chier, on n'en peut plus. Allez, c'est parti. On va faire le no comment, notre petit jeu préféré. Toujours de plus en plus dur. Toujours de plus en plus dur. Je lis des news, on n'a pas le droit de réagir. Voilà, et vous faites pareil chez vous. Vous mettez soit un gif, soit un emoji, mais pas de phrase. On n'a pas le droit avant d'attaquer le thème sur l'ultraviolence. C'est parti. Alors, initialement prévu avec un budget de 3,8 milliards d'euros, le coût des JO de Paris devrait dépasser les 10 milliards d'euros. Ah la Cour suprême d'Arizona vient de rétablir l'interdiction de l'avortement. Et l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies s'est plaint auprès de l'ONU du non-respect par l'Iran du droit international. Je le redis, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies s'est plaint auprès de l'ONU du non-respect par l'Iran du droit international. Allez, voilà. On passe au thème du jour. J'aurais pu le lire 4 fois même celui-là, putain. C'était dur là. Ils sentent bien. C'est dur là. Comment mais ça par contre, c'est dur, ça devient de plus en plus dur, mais il y a une belle suggestion. Je pense peut-être pour cet été, on fera un yes comment. Où on va commenter tous les no comments qu'on n'a pas pu commenter. Ça va être violent. Ça va être on va faire un épisode spécial. On va prendre les no comments qui nous ont trop violent. Cacher les donné enfants. le plus d'ulcère. Et là, par contre, ça va tirer à balles putain de réel. Cacher les enfants. Le thème du jour, c'est l'ultraviolence. Pourquoi? Utiliser un VPN. Ouais, utiliser un VPN. L'ultraviolence, pourquoi on parle de l'ultraviolence? Je vais vous le dire, tout simplement parce qu'on a eu énormément de cas ces derniers temps. Ça a fait le tour des infos.
la mort de Shemseddine, l'adolescent de 15 ans à Viry-Châtillon, qui s'est fait tabasser à mort par des gars de son âge. Hein, et il y en avait certains qui avaient peut-être 2 ans de plus. L'adolescent de Samara qui est frappé à Montpellier. Zacharia, un adolescent du même âge, poignardé mardi dernier à Romans-sur-Isère. Il y a quelques semaines, c'était Thomas dans la Drôme, Dylan à Toulouse ou Lucas dans les Vosges. Et alors, donc là, le constat de la plupart des chaînes d'infos et des émissions de débat, c'était est-ce que la violence a augmenté en intensité, ou alors est-ce que tous les événements sont de plus en plus intolérables pour nous, ou alors est-ce que, ça c'est une vraie question, est-ce que ça n'a pas toujours existé, tout simplement, mais c'est juste que à l'époque on n'avait pas, on nous rapportait pas forcément tout ce qui se passait, tu vois, parce qu'il n'y avait pas les infos en continu. On attendait le journal de 13h ou le journal de 20h pour avoir de l'info. Et ça, je maintiens que ça reste une putain d'idée que d'avoir des chaînes d'infos en continu. Je trouve que c'est le pire truc qui nous est arrivé. Parce que, en fait... C'est un non-sens. Parce qu'on n'est pas fait... à toutes les strates, hein, on n'est pas fait pour apprendre tout ce qui se passe dans le monde non-stop. Il y a un moment, en fait, tu satures. Et c'est pour ça que tu n'arrives plus à avoir d'empathie au bout d'un moment. Parce que tu t'es trop habitué à voir de la misère du monde à gauche, à droite, machin. On sait ce qu'il y a de l'autre côté de la planète. Il y a un machin qui a brûlé, il y a ci, il y a ça. Donc voilà. Et aussi, les journalistes, ça on en parle dans notre livre Fake News, évite de tomber dans le piège, c'est dans la description. Les journalistes, salut Mani, vient d'arriver, ça Star Actu rentre. Les journalistes qui, eux, avec l'info en continu, ne peuvent pas respecter la chaîne de vérification d'une info, etc. Et tout à l'heure, je vais vous raconter un sujet de Mediapart, là, justement, sur le journalisme. Et comment les journalistes de CNews galèrent à cause des animateurs de CNews. J'ai raconté maintenant. Alors en fait, non, parce que ça, c'est un truc de ouf. C'est plus ou moins dans le sujet parce que CNews adore parler des faits divers. Hein. Oui. Et justement... Attention, c'est la base de voilà, toutes les c'est la base. Donc, en parlant d'ultra-violence. Donc, c'est important que j'en parle. C'est fou parce que Mediapart, sur leur chaîne YouTube, ils font des trucs incroyables. C'est juste que c'est ultra chiant à écouter. Et c'est là que c'est scientifique. Et c'est là que nous, on intervient. Nous, on regarde les trucs chiants et on vous les rend accessibles. En fait, Mediapart, si on faisait une alliance, je te jure que ce serait bénéfique pour tout le monde. Ah ouais, vraiment, parce que eux, c'est cool. Solide. Ouais, c'est ça. Bête d'enquête solide. Mais nous, on sait raconter, chacal. Donc, en gros, l'histoire, c'est quoi? Les journalistes sur CNews, ils ont des groupes WhatsApp avec les incarnants à l'antenne, Sonia Mabrouk, par exemple. Et il montrait une vidéo de Sonia Mabrouk à la commission, tu sais, là, parlementaire, là, sur les renouvellements de fréquences TNT. Et Sonia Mabrouk disait je n'ai jamais parlé d'une info que je n'ai pas vérifiée. Et c'est même pour ça que je suis toujours la dernière à balancer de certaines infos. Et là, t'as Mediapart qui cut et qui disent en fait, non, c'est faux. Parce qu'on a réussi à avoir accès au groupe WhatsApp qu'elle a avec ses journalistes. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que les journalistes, regarde, elle était en émission et elle apprend qu'il y a quelqu'un, une adolescente qui aurait agressé sa prof avec un couteau dans son cours. Et elle apprend ça parce que c'est dit dans le Parisien. Et elle dit sur le groupe WhatsApp pendant l'émission, est-ce que je peux parler de ça? Et la journaliste de CNews lui dit, écoute, là, il y a un tel qui est au téléphone avec la proviseure, attends un peu, on est en train de vérifier. Sonia, elle dit oui, mais je peux dire selon le Parisien, comme ils l'ont déjà dit. Et la journaliste, elle lui fait non, mais s'il te plaît, attends, parce qu'on va avoir des infos là. Un peu rigoureux de faire ça. Ouais. Mais tu vois que les journalistes de la rédaction de CNews, big up à eux, parce qu'en vrai, c'est des vrais journalistes. C'est juste que vous allez vous comprendre comment la chaîne, elle est un peu pipée au bout d'un moment. Et Sonia Mabrouk répond quoi? Ok, pas de souci. 1 minute après, selon le Parisien, il semblerait qu'une... Et le problème, c'est qu'autour de la table, il y a qui? Il y a Elisabeth Lévy, tout ça, machin. Et la fine équipe. Trop comprendre pourquoi, le sujet, ça va être... Non, mais moi, je me souviens, j'ai un ami d'un ami qui est prof, qui avait dit, il y a une petite qui est venue à l'école qui a posé un Coran sur la table. Et le signalement, il a mis tellement de temps, machin. Et c'est la faute à Karim Benzema. Et voilà. Non, mais le pire, c'est qu'en fait, ils ont commencé à tourner tout le truc sur l'islam. Tu sais pas pourquoi. Ils étaient persuadés que la petite au couteau, c'est forcément une musulmane qui porte le voile. Évidemment. Et là, t'as la journaliste, il montre encore les capteurs d'écran, la journaliste qui dit, mais en fait, mourir, la pauvre. Et elle dit, mais n'allez pas sur le terrain de la religion. On ne sait même pas si elle est musulmane ou pas. N'allez pas là-dessus, Sonia. Sonia, elle continue son truc de laisser la parole. Oui, mais c'est vrai. Regardez, avec Samuel Paty, machin, il commence à faire des raccourcis, machin. Et à la fin, qu'est-ce qu'on apprend? La petite en question, elle est d'origine mongole. Elle est athée. Ok. Et elle avait des problèmes psychologiques. Voilà.
Il n'y avait aucun lien avec l'islam. Triple hors sujet. Et le pire dans tout ça, c'est que tu dis, putain, tout a été trusté, tout a été niqué par l'incarnante, à savoir Sonia Mabrouk, qui voulait absolument raconter ce truc-là. Et en fait, tu te rends compte que... c'est pas bien du tout. Ça. Mais c'est pas bien du tout. Non, ça, zéro déontologie. Et pareil, à un moment, ils ont fait la même chose avec Lampedusa, avec Morandini. En fait, pareil. Oui, à Lampedusa, il y a des centaines de migrants qui arrivent et ils veulent tous aller en France, machin. T'as pareil le journaliste qui dit Jean-Marc. En fait, nous à Lampedusa, calme-toi. À Lampedusa, il y a des migrants certes, mais ils veulent majoritairement aller en Suède ou en Allemagne. Et lui, il dit oui, mais... Et donc, il y a quelqu'un qui, en plateau, dit non, mais comme la majorité veulent aller en Suède, en Allemagne, machin. Quelqu'un qui dit ça en plateau. Et lui fait non, mais attendez, parce que la plupart sont francophones, donc on se doute bien qu'ils veulent aller en France. Le journaliste, il reprend le truc en disant Jean-Marc, en fait, nous, on est sur place. Et les gars, même s'ils sont francophones, il y en a qu'une infime partie qui veulent aller en France, là, ils veulent tous aller en Suède ou en Allemagne. Oui, donc, au régime des papiers, etc. C'est ça, donc en fait, non, on peut pas dire ça. Et en fait, Jean-Marc, il a réussi à trouver une identitaire qui était là-bas, donc pour lui a servi la soupe qu'il voulait. Et du coup, il a tapé sur bah voilà, on se fait envahir. Et les migrants veulent arriver chez nous. Ils veulent même pas aller chez nous. Le pays, il est pété. Qu'est-ce que c'est limite, tu sais, les Cisra, ils ont le seum que les migrants veulent plus aller chez eux. J'en avais pas marre de venir chez nous. Non, on veut aller en Angleterre, en fait. Quoi? Non, mais parce que nous, on a les aides et tout. Ouais, non, mais on s'en bat les couilles. Vous avez pas la France? Vous avez pas la France alors quittez là? Ouais, très bien. Bah, on veut, en fait. Ça fait depuis longtemps qu'on veut. On est à Calais, hein. Je sais pas si t'as remarqué. On est à la frontière. On attend ça. T'as pas remarqué que nous, on voulait pas. Non, mais des génies. Ils ont le seum que les migrants ne veulent pas rester. De toute façon, ils ont le seum tout le temps, en fait. Tu vois, c'est. Non, mais. Oh là là. Non, mais donc voilà. Et donc, pourquoi je vous fais je raconte tout ça? Parce que CNews est évidemment la première cible de ce que je vous raconte. Parce que, justement, on en parlait déjà la semaine dernière. Les faits divers, ils adorent ça. Ils privilégient les faits divers. L'anecdotique. Ouais, l'anecdotique. Ils aiment bien souligner les origines dès qu'ils le peuvent. Ça, c'est des bâtards. Ça, c'est des gros parce que, comme ils le disent, si c'est irlandais, comme le disait en anonyme un journaliste de CNews, quand c'est irlandais, on nous demande de pas préciser, mais par contre, si c'est maghrébin, si c'est Afrique subsaharienne, etc., alors là, ça y va. On y va. Ouais. Et donc, est-ce que la violence... Est-ce que toi, tu as des stats là-dessus, sur toi qui es sociologue, docteur en sociologie, est-ce que la violence augmente ou alors c'est les signalements de violence qui augmentent? Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un vrai... on est vraiment dans une société d'ultra-violence. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui expliquent qu'on la voit plus? Comme par exemple, les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je me rends compte d'un truc, c'est cette volonté de tout le temps se mettre en scène. Maintenant, le réflexe, quand tu vas taper quelqu'un, c'est de dire hey, filme. Parce que tu as cette espèce d'humiliation de... on va te filmer en train de te faire tabasser, tu vois. Bah ouais, c'est une question de fou parce que déjà, ça serait intéressant sur la question des chaînes d'infos en continu. Moi, la seule chose que je vois de manière pertinente qui peut être en continu, c'est une chaîne de science. Parce que ça, en fait, t'auras toujours des choses importantes à apprendre et à découvrir. Et comme on n'a pas assez de temps, entre les livres qui sortent et les études qui sont faites, etc., si on faisait une chaîne de sciences continue, ça serait super stylé et les gens gagneraient. Et les gens seraient curieux, ils aimeraient savoir. Parce que après, il faudrait que ce soit bien brandé. Parce que je connais quand c'est. Faut pas que ce soit scientifique. Voilà, c'est ça. Parce que quand c'est l'État qui commence à te faire une chaîne éducative, t'as envie de te tirer une balle. Alors, aujourd'hui, des sciences. Nous allons frère. On va faire des. Non, c'est ignoble. Faudrait que ce soit un truc comme Masque, tu vois, un peu, où genre t'as deux. On a une idée. Comme ça, et à côté, tu sais, à chaque fois, on fait venir un scientifique différent, machin. Stylé, ça serait très stylé. Non, franchement, les gens kiffent beaucoup. Mais donc, en tout cas, justement, parce que oui, le travail sur la violence, c'est là, par exemple, pour moi, l'un des meilleurs qui a travaillé sur ce sujet-là, vraiment, qui a fait un immense boulot et qui continue de le faire, c'est Laurent Mukeli. Un sociologue, c'est un des sociologues. Non, malheureusement, j'aurais dû l'amener. Ouais, en plus, mais je crois que je l'avais plus, je l'ai prêté. Donc ça vient redonner. Les gens, bref. Laurent Mukeli a très tôt travaillé sur les questions de la criminalité, de la violence, et même sur la question de policière. Et c'est vraiment le meilleur sur ce sujet-là parce que c'est celui qui a le mieux débunké tous les phénomènes, les liens entre médiatique, le rapport médiatique, politique et la violence en elle-même. Parce qu'il dit, c'est simple, en fait, on peut documenter et chiffrer la violence. Il suffit de voir la question pénale, la question des plaintes, ensuite la question même des traitements médiatiques, etc., etc. Et ensuite même, il a aussi fait les enquêtes de terrain.
Tu vas aller voir les gens, tu vas voir, est-ce que vous avez remarqué que c'est passé ça, est-ce qu'on vous a parlé d'agression, et il voyait même comment dire, l'écart qu'il peut avoir entre des gens qui disent qu'il y a eu des agressions et le fait qu'à la police, non, on n'a pas eu de plainte, etc. Donc c'est très intéressant ce qu'on appelle les enquêtes en victimation. Et il a fait un travail monumental. C'était par exemple celui qui avait fait, donc son premier travail sur ce sujet, c'était violence et insécurité, je crois, ou la fabrique d'insécurité. Il faut que je retrouve les bouquins, parce qu'il en a fait plusieurs. Hein. Où en gros, justement, c'était il y a longtemps, tu imagines, ça doit faire plus de 20 ans, où il avait fait tout un débunkage sur le fait que, non, en fait, les violences n'ont pas augmenté. Ah ouais? Et non, mieux encore, il te dit, en fait, elles se diminuent. Ah ouais? Non mais vraiment, tu sais, elle diminue. Tu sais, elle diminue. C'est marrant, ça diminue vraiment. Donc tu fais... Par contre, justement, ce qui s'est passé depuis justement la phase de 2007, hein, merci Sarko, dans cette phase-là, on a surpénalisé des comportements et des agissements. Par conséquent, on a créé un effet de masse de condamnation, de plainte et d'emprisonnement qui a créé artificiellement, c'est le mot, plus une observation d'une plus importante violence. Alors qu'en fait, non. Non, en fait, non, du tout. Mais encore maintenant, parce que là, l'étude, elle date de quand? Ouais, non, elle est vieille. Mais en gros, globalement, sans rire, faudrait le mettre à jour. Ça, on le fera pour la prochaine fois. Pour peut-être l'épisode encore d'après. Je le ferai. Mais je sais que très récemment, je l'avais vu même sur la question de la prison, c'est soit c'est stable, soit ça diminue. Hein. Sur quoi? Sur les condamnations pour violence? Et c'est même sur les violences. Là, par exemple, on prend les chiffres. Je te prends les chiffres les plus récents, parce que j'avais travaillé sur le truc de Marseille. Parce que d'ailleurs, on te montre les règlements de compte, etc. Déjà, la part, elle est petite en termes de violence. C'est-à-dire que Marseille est plus connu statistiquement dans les chiffres policiers. Tu vois? Parce qu'en gros, c'est ça qui remonte aux médias. Tu sais, je veux bien, moi, qu'ils n'acceptent pas l'associatif et tout. Ok, vous prenez le chiffre policier. Ça marche. En fait, Marseille est beaucoup plus connu pour les vols de moto et pour les vols de 2 roues, scooters et motos, que toute autre infraction. C'est-à-dire que les autres infractions, les autres villes françaises ont plus que Marseille. Donc les fameux règlements de compte, au final, tu vois ou pas? Ça ramène à la banalité. C'est-à-dire que, il y a eu des règlements de compte, ok, mais c'est plus à Paris. C'est plus à Lille. Mince. Mais du coup, en fait, Marseille, c'est pas, c'est pas simplement le ghetto comme on veut essayer de le présenter, comme on adore stigmatiser Marseille pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est tu ouf, vois, ça. Ça par contre, tu vois dans l'excellent livre Sociologie de Marseille, ils te montrent les chiffres. On a le tableau, on y va. C'est bon, c'est pour ça qu'on n'aime pas les sociologues, parce que dès qu'on commence à prendre les chiffres, tu fais. C'est pas si simple que ça. Tu remarqueras à chaque fois dans les plateaux télé quand on parle de violence, machin, etc. Il est où le sociologue? Il y en a pas? C'est con, parce que c'est y a que qui travaillent sur ce sujet en fait. Parce que quand il y a des gens qui viennent, ils disent je suis criminologue. Tu dis criminologue, ça veut dire quoi? Parce que le crime en fait, ça n'existe pas vraiment. Hein. Oui, en sociologie, on considère que le crime, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un objet qui peut s'étudier. Étant donné qu'il n'y a pas un objet identifiable de manière universelle qu'on peut appeler le crime. Étant donné que le crime varie en fonction des cultures, des sociétés et des époques. Et des régimes juridiques. Ouais. Par exemple, tu vois, en gros, nous on fait des caricatures en France. C'est très bien. Tu sais, on a même le droit, on le défend et tout. Il y a des pays où t'as pas le droit du tout de faire ça. Et c'est même un crime. Tu peux même être condamné même pénalement. Tu vois? Donc, pareil. On a parlé tout à l'heure de l'avortement. Nous, c'est légal, c'est rentré dans la Constitution, c'est super, très bien. Il y a des pays, c'est un meurtre. Hein. C'est un assassinat. Hein. Donc, tu comprends qu'en fait, objectivement, ce que je dis souvent aux étudiants, criminologue en fait. On peut pas dire que le crime, je suis un expert du crime. C'est-à-dire quoi? Expert du crime. Parce que t'es expert en quoi? En meurtre? En vol? La crime, le rappeur peut-être. Tu vois, peut-être. Voilà, exactement. Mais tu vois ce que je veux dire? En gros, t'es expert en quoi? Parce que, en définitive, tu vas me dire que t'es expert en relations humaines. C'est ça, c'est ce que disaient les sociologues de l'école de Chicago, c'est des interactions. En fin de compte, il y a des pays où on considère que avorter, c'est criminel et c'est un meurtre. Mais je fais comment? Moi, en France, c'est le contraire. Donc ça n'existe pas, le crime d'avortement. Ça existe, la criminalisation. Et ça, c'est un phénomène social. La criminalisation de cet acte. Et c'est un non-criminalisation. Par exemple, le crime des stupéfiants. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas être criminologue sur la question des stupéfiants. Elle est où la différence, sincèrement, entre le whisky et le cannabis? Après, je peux rentrer sur le physiologique, si vous voulez, on peut s'amuser. Mais concrètement, c'est de l'arbitraire. Hein. Ouais. C'est simplement de l'arbitraire. Ils sont aussi addicts l'un que l'autre, si ce n'est peut-être pire pour celui qui est légal. C'est-à-dire l'alcool, tu vois. Il défonce plus le foie et le cerveau
que ne pourrait faire le cannabis. Ça, par contre, c'est factuel. Mais étrangement, on est très méchant et très sévère sur le cannabis. Et dans d'autres pays, pas du tout. C'est vrai. T'as même des vieux textes du Moyen-Âge qui faisaient la distinction entre ce qu'ils appelaient le vin rouge et le vin vert. Ouais. Ah ouais? Ouais, pour dire en fait que, en gros, le vin rouge, donc c'est l'alcool, tu vois, qu'on boit, et le vin vert, c'était le cannabis, le chanvre. Et donc, tu vois, là-dessus, en gros, c'est quoi ton critère? Bah, tu l'as pas, en fait. Donc, concrètement, c'est plutôt la criminalisation ou pas d'un acte ou d'un comportement qui est intéressant sociologiquement. Tu vois? Parce que c'est pareil. Tu sais, on te dit la délinquance, on dit la délinquance. Mais c'est quoi la délinquance? Brûler une voiture ou détourner des fonds publics? C'est pas les mêmes montants, hein. Pourtant, c'est drôle, parce que dans une soirée très branchée, c'est-à-dire la soirée à l'Élysée, où on accueille un chef d'État, il y a un délinquant qui est à côté avec son bracelet électronique et qui est invité au dîner. Il s'appelle Sarkozy. Ouais, c'est vrai. Alors que je suis pas convaincu que quelqu'un qui ait brûlé une voiture, il serait bienvenu pour venir à cette soirée. Putain, tellement vrai. Tu vois, donc ça m'a choqué ce truc-là. C'est pour ça que c'est ça qui est ouf avec c'est pour ça que la sociologie, elle insiste beaucoup là-dessus. On le voit avec l'école de Chicago, est connue pour un truc, elle a développé ce concept de l'interactionnisme symbolique. C'est-à-dire en fait que les actes ne prennent leur réalité sociale que par l'interaction. Encore une fois, tu peux faire un truc dans une société X que tout le monde considère comme tout à fait normal. Ouais. Donc en fait, en gros, il n'y a pas de sujet. Et si tu la pratiques ailleurs, les gens vont ouais, c'est quoi ça? Mais c'est pas bien. Et en fait, du coup, on dit ça, c'est l'étiquetage. Cet étiquetage va créer un problème. Et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que l'étiquetage amène c'est ce que disait Howard Baker, un très grand sociologue qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il faut lire son excellent livre Outsiders, Sociologie de la déviance. Lui dit la criminalité machin, ça n'existe pas en fait. C'est pas en tant que tel. C'est pas un objet. La déviance, oui. Et c'est quoi la déviance? La déviance, c'est quand tu ne respectes pas des normes en vigueur dans une société donnée. Tu vois, parce que tout le monde dirait si, il y a des absolus. Mais non, franchement, je vous le dis sincèrement, non. Alors, oui, on peut par exemple s'accorder sur la pédocriminalité, par exemple. Ouais, mais attention les gars, il y a des sociétés, ils sont pas très au clair sur ce sujet, hein, franchement. Et quand je dis ça, c'est pas pour le légitimer, comme le disait d'ailleurs très joliment Durkheim, quand il a fait un article qui s'appelle Le crime est normal. Ouais. Ça avait choqué les juges de l'époque. C'était en 1895, si je dis pas de bêtises. Et il disait, quoi que je répugne le crime, c'est pas bien, tu vois, il dit, mais le crime est normal. Et il disait, parce que vous ne pouvez pas prétendre que toutes les sociétés, en même temps, toutes les personnes de la société, soient au même rapport éducatif sur les normes. Totalement. Donc il y aura forcément une ou des personnes des manquements, voilà, qui vont pas respecter. Ouais, et il dit, et si on y arrivait? Si on y arrivait, on est des oufs, et c'est des vrais projets par contre, hein, c'est pas non plus fou. On parlait tout à l'heure des violences sexuelles et sexistes. Si on arrive à éliminer les violences sexuelles et sexistes, c'est possible, hein. C'est pas impossible, c'est possible. Ça demande une éducation et puis une petite élimination physique de certains. Mais en tout cas, c'est possible, c'est long. Mais une fois qu'on y arrive, qu'est-ce que dit Durkheim? Il dit, le niveau de tolérance au comportement va changer. Et à un moment, ne pas tenir la porte à quelqu'un, ça va être un crime. Ouais. En gros, on est tellement stylé que comme maintenant on s'entretue pas, on fait pas des trucs dégueulasses les uns envers les autres, et des trucs un peu plus simples, bénins, etc. deviendront par contre plus criminels. C'est juste le rapport à leur norme qui va changer. C'est ce que disait Durkheim. T'éternues, je te dis pas à tes souhaits. Oh, mais c'est scandaleux. Pourquoi t'as pas fait ça, tu vois? Parce que nos mœurs vont bouger en fonction de ça. Et donc quand on parle de cette question de la criminalité et de la déviance, pourquoi c'est très important? En revenant maintenant sur la violence. Il est possible que, c'est évident, il y a une surexposition de la violence parce qu'il y a une surexposition tout court. Ouais. On voit plus tout. Franchement, là, je veux dire, là-dessus, t'as pas de... Et d'ailleurs, pas que la violence, la sexualité, etc. Sur tous les plans, les relations. Tu te rappelles du site roten.com? Bien sûr. Quand on était petits, on adorait regarder ça. C'est vrai. Avec mes potes, quand on était ados, là. Tu vois les gens qui sont suicidés. C'était des photos d'autopsie, pour ceux qui travaillent. Mais c'était hardcore. Dans les accidents de train et tout. C'était chaud. Mais c'est vrai. Et en fait, elle a toujours existé, la violence. Tu sais, c'est comme maintenant, il y a justement, avec les vidéos, il y a de plus en plus, parce que je suis tombé dessus, et ça m'avait vraiment énervé quand on m'a envoyé ça. Je suis tombé sur un accident de travail.
Mais en fait, il y en a beaucoup des accidents de travail. Par contre, ils augmentent. Ouais, accident de travail, c'était quoi, là? C'est hardcore. C'était quelqu'un, c'est quelqu'un en fait qui s'endort devant sa machine, une machine qui fait tourner un truc. Il se fait emporter par le. Ah, c'est chaud. C'est super chaud. Oh là 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 là. Je sais qu'il y a des jeunes qui suivent. De toute façon, je vais pas trop en détail. Mais il reste rien et tout. C'est chaud. Ah ouais, non, c'est archi chaud. C'est choquant. Mais en fait, d'ailleurs, parce que ça, c'est une vraie préoccupation. Il y a des gens qui sont en train de lutter, et des sociologues, et des médecins du travail, et des inspecteurs du travail, pour remonter la vigilance sur la question de l'inspection du travail et sur les accidents de travail, parce qu'il y a de vrais drames. Il y a des comptes, j'ai repéré des comptes Twitter très intéressants qui documentent ça et qui insistent, qui veulent sensibiliser les gens là-dessus pour dire c'est une réalité et ça pourrait être évité. Moi, j'avais cité à pas mal de procès quand je faisais mes enquêtes de terrain en tribunal correctionnel sur des procès graves où tu as des graves négligences. Des gens meurent au boulot, mais par des graves négligences. C'est terrible, en fait. C'est pas normal. Tu vois? Donc, là aussi, la surexposition, donc par rapport à la question de la violence, en fait, parce que c'est ça qui intéresse beaucoup les médias. Pourquoi l'ultra-violence? Voilà, mais j'y viens. C'est des violences, surtout des violences interpersonnelles. Tu vois? Et ouais. Parce que là-dessus, il y a cette idée aussi, avec aussi les rhétoriques de l'ensauvagement. Je déteste. Ah ouais, on voit d'où ça vient. En fait, elles vont consister justement à montrer une violence spectaculaire caricaturale, qui, d'abord, pour le dire très clairement, et ça, en bon sociologue, c'est important de le répéter, qui n'est qu'un cache-misère de la vraie violence institutionnelle. D'accord. Celle qui appauvrit les gens, celle qui les fait mettre en prison, celle qui les discrimine, etc. Et qui, elle, en fait, elle n'est pas « je te tabasse dans la rue, je te mets par terre, je te pète la vitre de ta voiture ». Donc oui, bien sûr, c'est choquant. Je suis pas en train de dire que c'est bien, c'est génial. Bien sûr. Attention, non, mais c'est que c'est une externalité de... Mais exactement, et qui, en fin de compte, n'est que la petite pointe de la face émergée de l'iceberg de la vraie violence. Et ça aussi, c'est pour ça que comme quand tu es aux États-Unis, lorsqu'on a criminalisé, parce que attention qu'on soit clair, c'est un vrai concept ça de criminaliser la drogue. Hein. Ah ouais, tu sais, on a l'impression, bah oui, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Pourquoi vous pensez que c'est évident? Bah parce que c'est mal la drogue. Ah bon? Et l'alcool. Ouais. Et il y a pas que ça. Hein. Il y a plein d'autres. Il y a des médicaments. Parce que en fait, tu demandes à n'importe quel médecin. Tu sais qu'au quotidien, ils appellent... Ouais, je te jure. Et ça, c'est vraiment péché. C'est gravissime. Ça, c'est trop grave. Ça vraiment... criminalisez-le parce que nous, sinon, on n'en sortira pas. Vraiment. D'urgence. Mais longtemps. Mais le truc, c'est que quand tu viens sur la question de la drogue, tu sais que les médecins, ils appellent les médicaments drogue. Parce que c'est par définition. En anglais, drugstore. Oui, mais tu sais que... Mais littéralement, les drogues, en fait, l'oxycodone, les dérivés dentalgiques, etc., la codéine, c'est de la drogue. Hein. Aux États-Unis, ils font le syrup, comme on dit. Les jeunes, ils prennent limonade avec sirop de codéine et ils se fuckent up le cerveau. Des grands malades. Ah, vraiment. Ça a été un fléau. Parce que par contre, ça, si, on peut le dire, parce qu'il y a pas mal de bouquins là-dessus. Les États-Unis, si, société d'ultra-violence. Si, ça va pas du tout là-bas. Ils ont un gros problème, ils ont un grain. Mais c'est normal. Lié à la drogue, mais aussi à la culture. C'est-à-dire qu'en fait, il y a clairement une culture délibérément qui magnifie la violence. Mais c'est normal. Déjà, c'est un pays colonial désastreux. C'est pas colonial. C'est normal parce que tu sais pas lire un livre d'histoire en fait. Mais concrètement, c'est pas des autochtones en fait. Ce ne sont pas des autochtones. Voilà, si tu comprends pas le concept. Et des migrants méchants. Hein. C'est vraiment des migrants très méchants. Qui ont vraiment tué. Ah ouais. Qui ont vraiment fait un grand remplacement. Ah ouais. Pour le coup, ils ont vraiment très méchant. Un grand remplacement. Tiens, le typhus, ça t'intéresse? Allez, prends. Ah ouais, non, les gars. Ah ouais. Je te jure. Un petit nuage d'été. Tu vas voir, la température elle va monter là. Un petit radiateur. Non, mais c'est des trucs de fou. Donc concrètement, mais ça a un impact. Ça a vraiment un impact, ça maintient un imaginaire. C'est un bouquin qui s'appelle le complexe ou le syndrome du loup-garou, qui expliquait pourquoi la violence fascine tant aux États-Unis. Et pourquoi c'est le pays des tueurs en série. Et ouais, il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Hein. Ça existe dans le monde. Peut-être parce qu'aussi déjà en proportion, ils ont plus d'habitants, donc plus de chances d'avoir des tueurs en série. Même pas. Ah oui, non. Par contre, pour le coup, les statistiques universelles, c'est-à-dire de la planète, non. Non. C'est-à-dire qu'en mode, justement, tu prends l'Inde, il y a vraiment moins de tueurs en série en Inde qu'aux États-Unis. Vraiment. C'est flippant. C'est un concept, les tueurs en série. Hein. C'est un truc qui est pas très normal. Hein. En termes de structuration de l'esprit, de la société, non, ça va pas. Mais ils sont fascinés.
quand tu vois le traitement autour de Ted Bundy, Charles Manson, etc., il y a une vraie fascination. Même les séries qu'on fait sur ça, c'est pas très logique, hein, c'est pas très sain en fait. Il y a des victimes ou des familles de victimes qui disent pourquoi vous mettez ça en scène en fait, c'est pas forcément bien. Hein. On vous l'a pas demandé. Hein. Il y a une manière de magnifier la violence aux États-Unis et puis au niveau international en fait. Hein. C'est je vais régler un problème, allez je t'envahis. Et je fais défoncer ton pays, tiens, pour récupérer le pétrole, ça va me faire plaisir. Donc, je veux dire, les États-Unis n'ont absolument aucune réputation de la diplomatie douce, du dialogue, d'échange de culture, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en surkiff des États-Unis. Bah ça va, les mecs, Hollywood Chewing Gum, Coca-Cola, Air Jordan, ça va, hein, super. Mais bon, ça justifie pas toutes ces violences-là. Et donc, tu vois, quand tu vois cette rhétorique-là, ça amène à cet élément où donc t'as l'ultra-violence qui est aux États-Unis, ça par contre avec aussi ce fond de misère sociale, cette manière et aussi ce désastre éducatif qui est très important aux États-Unis. Et de l'autre côté, pour le côté nous en France, comme je t'ai dit, ça n'évolue pas vraiment dans le mauvais sens. C'est même le contraire. Hein. Non, vraiment. Ça par contre, en tout cas la tendance est toujours la même. Si ça a changé, donc tu vois, je dis au conditionnel, on verra bien. Si ça a changé, c'est pas beaucoup, et 2, il y aurait un facteur qui peut être explicatif, surtout pour les plus jeunes. C'est, par contre, pour le coup, c'est l'effet Covid. En l'occurrence, la question du confinement. Le confinement, c'est pas bien. Hein. C'est pas top pour l'équilibre psychique des gens. Hein. Et en particulier des plus jeunes. Parce que, justement, la question tu refoules, en fait, une violence que je pourrais quasiment qualifier de naturelle, c'est-à-dire minimale. Parce que la violence, si on prend de manière aussi générale, la violence, c'est ni bien ni mal. Hein. Non, c'est comme un couteau. Hein. Un couteau, c'est pas fait pour tuer. Un couteau, c'est fait pour couper. Ouais, tout dépend après. Exactement. La violence, c'est pareil. La violence, c'était un outil extrêmement précieux pour notre survie et notre existence. Mais t'es pas obligé de faire du mal à ton voisin. Voilà. Mais encore une fois, tu vois, c'est pour ça que je te dis la criminologie. Un homme qui ouvre le ventre d'un autre homme sur une table, tout le monde dit mais c'est scandaleux. Ben non, c'est une opération chirurgicale, on est en train de sauver le monsieur. Voilà. Tu vois, pourtant, c'est d'une extrême violence. Ah non, mais tu ouvres le bide, c'est violent en fait. Ouais. C'est criminel. Mais non, en fait, c'est pas criminel parce que c'est fait dans le cadre de musique. Par contre, c'est fait dans une cave à l'ancienne avec une musique chelou, etc. Et le mec, il a un masque bizarre. Ouais, là, clairement, on est sur une drôle d'ambiance, tu vois. Et ouais, c'est ça l'analyse en fait qu'on fait sur la violence. D'accord. Et donc, pour venir conclure. Sur la question des chiffres, parce que en gros. Là où sur la question du confinement, c'est que précisément, il y a eu un ensemble de crispations, de frustrations et d'anxiété qui s'est accumulé avec le Covid. Surtout, j'insiste surtout sur les plus jeunes, qui n'ont pas toujours ou pas forcément bien compris ce qui s'est passé. Ouais. Et tout ça, en fait, s'est accumulé, et comme ça ne s'est pas extériorisé, ça ne s'est pas exprimé, ça n'a pas pu... Tu sais, encore une fois, sortir... François Fanon fait une analyse magnifique sur la violence intériorisée par les populations algériennes qui le sculptent, où en fait, leur corps a besoin d'exprimer la violence qu'ils subissent. Et donc, c'est à peu près ça, c'est que c'était une violence pour eux, le confinement. Et maintenant, ça a besoin de s'exprimer. Donc, si jamais, et ça, on le vérifiera, si jamais ça a un peu augmenté, alors ça serait probablement ce facteur-là. Pas sûr, mais ça serait probablement ce facteur-là. Mais sinon, globalement, non, franchement, ça se passe plutôt bien. Mais les effets de loupe sont réels. C'est-à-dire qu'en fait, les médias qui sont là, disent, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de voir s'il n'y a pas un afro-bamboula qui a montré ça ou un afro-bougnoul qui a fait ça. Bah oui, non, c'est facile, tu vois, parce que c'est gravissime. Ce que tu viens de me décrire là sur CNews, c'est super scandaleux. Ouais. Et en plus, ça alimente des vrais fantasmes où les gens se disent, on n'est plus chez nous et puis on est en danger. Mais que dalle, en fait, c'est pas vrai. Après, on dit, mais si, ça arrive. Et ça, c'est ça aussi, l'effet de monter l'anecdote en généralité. C'est ça le problème. Et en mode, non, en fait. Restez sérieux. Mais si les gens sont vraiment préoccupés sur la sécurité, sont vraiment préoccupés sur les agressions, etc., alors, comme le dit un très bon commentaire, allez dans une médiathèque et prenez des livres sur la sociologie de la violence et de la criminalité, et vous verrez, vous serez très surpris. Et vous verrez que les chiffres, en fait, c'est « mais il n'y a personne, en fait, qui fait ça. » Et que c'est pas de dire que la faute a pas de chance, c'est que malheureusement, il y a des facteurs entre... franchement, sur les questions psychiques, c'est sérieux. Hein. T'avais des alertes qui ont été lancées, je t'amène là-dessus, qui ont été lancées par pas mal de soignants et d'intervenants, et en l'occurrence des psys, sur la question psychique, qui disent vous voulez savoir réellement combien de personnes pas bien dans leur tête sont dans la nature ? Vous allez avoir peur. Hein. Et au final, est-ce que c'est de leur faute ? Non.
Tu vois? Sauf qu'à un moment donné, s'ils pensent que t'es un poulpe toxique qui veut l'assassiner, non mais sans blague, parce que t'as des gens qui ont des affections très flippantes. Bah, à un moment donné, il est obligé d'intervenir. il va t'agresser. Mais c'est sérieux ça, hein. C'est très sérieux. Or, il y a plein de cas. Il me semble que le cas là en Australie, il y avait un gars qui a fait un carnage, des coups de couteau à plein de gens. Ouais. Bah, apparemment, il était très malade psychiquement. Ah bah ouais. La vérité, par contre, c'est qu'il y a un responsable, les amis, hein. Là, il y a un responsable. Les autorités publiques qui ne prennent pas en charge convenablement les personnes qui doivent être soignées. Et les mettre en prison, ça règle pas du tout le problème. Hein. Pas du tout. Pas du tout. C'est une cocotte minute. Voilà. Donc au final, tu vois que bon, faut arrêter de trop surexposer quelque chose qui n'est pas si massif que ça. Et de deux, il va falloir vraiment arrêter avec ce truc très malsain. Et là, par contre, qui est massif et méchant, c'est celui de montrer plus une couleur ou une origine qu'une autre, manière de montrer qu'ils sont plus méchants, etc. C'est malheureusement un gros classique, c'est très grave. Et on est là, on essaie de contribuer aussi à clarifier ça. Ouais. Mais à un moment donné, non, les gens, il va falloir faire très attention à ça. Et si jamais il y a des gens de l'Arcom qui nous écoutent, pour conclure, ne renouvelez pas la fréquence de CNews. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette analyse. C'est rassurant en vrai. Mais oui. Au moins, le constat, tu vois, ça change de ce qu'on voit sur les chaînes d'infos. Le constat est rassurant. On dit pas il n'y a pas de violence. On dit juste qu'elle n'est pas en suraugmentation exponentielle, etc. Et que les gens sont des gens bien en général. Hein. C'est vraiment tranquille. Et voilà. Et c'est les médias qui racontent les choses qui peuvent faire flipper. Et en plus, on parlera aussi de ça, l'effet aussi de mimétisme qui peut aussi jouer. Et ça, c'est un autre sujet. Je suis le premier disciple d'Hamza, moi, sachez-le. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était CKR, épisode 20. Merci Dr H, ma chérie Gaël Cagnan à la réalisation et au montage. Allez suivre sa chaîne Maskoff, j'ai le lien dans la description. Il y a de nouvelles interviews qui vont arriver très très bientôt, les meilleures interviews du monde, deep sur des sportifs, notamment sport US, qui font tomber le masque pour vous montrer qui ils sont, et c'est un petit bonbon à déguster sans modération. J'ai mon gars sur le showrunner, Morad aussi, comme d'habitude, que vous retrouvez tout de suite là maintenant sur le Telegram de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine.